Ce que nous avons vu en Europe, et plus précisément en Angleterre, concernant les affrontements ethniques anti-immigration. Est-ce que ce sera la nouvelle normalité pour les Européens pendant quelques décennies ? Du moins pour certains, car pour d'autres, peut-être que ce que nous verrons, ce seront des États totalitaires. Peut-être même, dans certaines circonstances, les deux choses en même temps. Une chose que l'invasion russe de l'Ukraine a provoqué chez les Européens, c'est d'occuper leur attention et leur esprit. Parce que tandis que beaucoup d'entre eux se concentrent sur la défense d'une démocratie qui n'a jamais existé, celle de l'Ukraine, ils laissent passer le fait que leur propre pays cesse d'être démocratique. D'ailleurs, certains sont déjà en fait des dictatures. La démocratie ne se limite pas au vote, c'est un processus bien plus profond. Parmi tous les analystes, think tanks, rapports gouvernementaux et analyses géopolitiques ou de guerre que je suis. Les pires sont, en fait, ceux qui viennent des Européens, car ce sont tout simplement ceux qui ont le moins de notion de la réalité. Il est clair que, pour certains Européens, ne pas avoir de notion de la réalité, surtout dans cette situation, est déjà quelque chose de normal. Il suffit de voir la situation des Portugais, qui pensent encore avoir une certaine importance internationale, alors qu'ils n'ont même pas d'importance au sein de la propre péninsule ibérique. Mais pour des pays comme l'Allemagne, qui ont une tradition historique en stratégie et en géopolitique, cela surprend. Le cas allemand lui-même échappe à la logique. Ils ont désactivé leur industrie nucléaire, se retrouvant dépendants de la Russie, seulement pour ensuite perdre l'accès à cette énergie russe à cause de la guerre. Et oublie si tu penses qu'ils vont récupérer ça. Les chaînes qui disent ça mentent purement et simplement, parce qu'elles ne comprennent pas comment fonctionne le processus industriel de l'énergie nucléaire. L'énergie dans le monde est rare et réactiver le pôle nucléaire allemand ne sera pas quelque chose qui pourra être fait en moins de 15 ou 20 ans. En plus de ça, ils n'ont même pas de plan ou de discussion à ce sujet aujourd'hui, alors oubliez ça jusqu'en 2040, ce manque de sens de la réalité, d'autocritique, au moins d'autocritique constructive. Parce que personne n'a plus corrompu les pays européens que les Européens eux-mêmes. Avec une demi-culpabilité selon laquelle ils mériteraient pourtant de payer, entre guillemets, pour ce qu'ils ont fait dans le passé, cela vient de la bulle magique dans laquelle ils sont restés pendant plus de 70 ans. La Seconde Guerre mondiale a été tellement, mais tellement dévastatrice. L'à-coup. Le monde est rare. L'énergie est rare. L'énergie dans le monde est rare. L'énergie dans le monde est rare. Les vies. L'énergie dans la génération. Le conseil de bientôt, mais aussi politiquement et surtout le psychologiquement, pourrait maintenant être externalisé aux Américains. Et comment le monde a-t-il connu sa plus grande et continue période de croissance matérielle et immatérielle entre les années 50 et 2020 ? Les Européens croyaient que cette paix, cette stabilité et cette croissance matérielle et technologique étaient le fruit de leur culture européenne supérieure. Beaucoup de Brésiliens, notamment parmi les intellectuels et au sein du gouvernement, surtout à l'Itamaraty, ils ont adopté l'idée d'une culture supérieure. Et si tous adoptaient le modèle européen, le monde serait soi-disant meilleur. Cependant, leur culture, et je le dis au sens large du terme, n'était pas supérieure et surtout ce n'était pas quelque chose d'exportable. Ceux qui ont imité les Européens ont échoué, souvent encore plus gravement. Cette prétendue civilisation supérieure de l'Europe n'a été créée que parce que les bras forts des États-Unis ont assuré sa défense et que les méchants Russes ont assuré sa faim de matières premières, en particulier d'énergie, de minerais et de nourriture. C'était une bulle magique, une cloche de verre qui a créé cette utopie, mais elle s'usait déjà de l'intérieur. En créant un État paternaliste, elle prendrait soin de sa population et veillerait à son bien-être, comme un père qui aime et protège ses enfants. Les Européens découvrent de la pire façon que l'État, loin d'être leur père, est leur bourreau et que ceux qui dirigent l'État ne veulent jamais le meilleur pour le peuple. Et, à mesure que les États-Unis se lassent de leur rôle de police mondiale et que les Européens perdent l'accès aux Russes, cette utopie devient une dystopie. À ce stade du jeu, non, déjà. Il est plus qu'évident que promouvoir l'immigration vers des sociétés en crise démographique non seulement ne résout pas le problème, mais pire encore, aggrave ce qui est déjà mauvais. Les immigrés ne sont pas devenus ingénieurs et médecins,
comme l'avait promis Angela Merkel, la chancelière de l'Allemagne à l'époque. Mais encore, ils ont augmenté le coût de l'État européen, avec des prestations sociales pour maintenir ces réfugiés. Et en plus, ils ont apporté un niveau de criminalité inédit sur le continent. Et ici, c'est ça le point. Au XVIIIe siècle, aux États-Unis, surtout sur la côte ouest, en Californie, il était courant de voir des affrontements violents entre Irlandais et Chinois, car les Irlandais étaient arrivés avant pour faire les travaux pénibles, dans les mines, le bâtiment, les chemins de fer, et ainsi de suite. Les Chinois sont arrivés en masse et, acceptant des salaires plus bas, les entrepreneurs américains ont préféré les embaucher, ce qui a déplu aux Irlandais, dont beaucoup avaient combattu pendant la guerre de sécession. Donc ils pensaient qu'ils avaient eu le droit d'être prioritaires. Alors il y a eu un énorme conflit racial là-bas, parce que les immigrés chinois étaient considérés comme une main-d'œuvre bon marché qui volait le travail des Irlandais. Mais ce n'est pas le cas des Européens aujourd'hui. Le mécontentement qui a conduit à des manifestations de plus en plus importantes et violentes en Angleterre et qui va s'étendre à d'autres pays tôt ou tard. Du moins, ce n'est pas parce que ces immigrés volent rien, mais parce que le nombre de crimes violents a explosé. Et aussi parce que, surtout dans le cas islamique, la communauté impose désormais des lois islamiques à la population native. Et ajouter à ces faits la question de recevoir toute une série d'avantages et de bénéfices que les natifs n'ont jamais reçus. Et ils font encore des vidéos sur les réseaux sociaux, soit pour célébrer ces avantages que les natifs n'ont pas, soit pour provoquer les natifs, ou encore pour annoncer comment ils se portent tant. Ils conquièrent facilement les Européens sans avoir à tirer un seul coup de feu. Et les gouvernements non seulement continuent d'encourager l'immigration, mais en plus ne punissent pas les immigrés lorsque des crimes sont commis. Et en plus, ils punissent même les natifs, littéralement, pour se plaindre des immigrés ou, entre guillemets, blasphémer contre l'islam est déjà, pour certains politiciens anglais, une raison d'emprisonnement. Même des mèmes ont récemment conduit à l'emprisonnement d'immigrés. Les démocraties libérales, de moins en moins démocratiques et pas du tout libérales, tandis que les médias, en association avec les gouvernements, criminalisent et radicalisent les discours contre les natifs qui se plaignent. Mais tout va bien, après tout, ils luttent contre la dictature de Poutine, là-bas en Ukraine. Alors comprenez que l'Europe, qui artendiant adolescents telle que nous la connaissions dans ce passé utopique, c'est fini. Et il faut être vraiment naïf pour penser le contraire, parce que voyons les options. Première option, gardez la situation actuelle et restez honnête avec vous-même et vos proches. Imaginez-vous la communauté africaine et islamique en Europe devenir plus occidentalisée, même de nombreux immigrés. Mais beaucoup arrivent tôt déjà en Europe en tenant des propos haineux contre les Européens. Ils précisent clairement que c'est à l'Europe de s'adapter à eux, pas l'inverse. La deuxième option serait de procéder à des expulsions massives. Et ici, il y a toute une série de problèmes, mais deux sont principaux. Le premier problème est de localiser tous les non-natifs, qu'ils soient illégaux ou légaux. Mais que faire ensuite? Les expulser aussi? Et le deuxième problème, c'est que nous parlerions d'une expulsion massive, à une échelle jamais vue auparavant. Certains diront que oui, les Européens pourraient le faire en élisant un candidat qui le promet, mais cela poserait aussi deux autres problèmes. Donc vous voyez que cette deuxième option comporte deux problèmes, et que chacun de ces problèmes en entraîne d'autres. Pour comprendre pourquoi le drame européen est si difficile à résoudre, il est immense. Vous comprenez cette complexité, mais supposons qu'ils expulsent magiquement en masse. Où vont-ils envoyer ces immigrés? Parce que les réfugiés détruisent justement leurs papiers pour ne pas pouvoir être expulsés. Donc nous disons qu'un pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient devrait accueillir cette masse humaine, et évidemment aucun de ces pays n'en veut. Alors comment fait-on? Parce qu'il y a encore autre chose à ce sujet, parce que pour faire cette déportation de masse, les Européens devraient, c'est important, tu comprends? Ils devraient renoncer à toute une série d'impératifs juridiques démocratiques, surtout au respect des droits de l'homme. Parce que beaucoup de réfugiés, et pour ne pas être expulsés, invoquent de la persécution politique ou la fuite de la guerre. En procédant légalement, les Européens ne peuvent tout simplement pas les expulser. En théorie, ce serait une condamnation à mort, mais la plupart ne risquent rien, ils ont simplement migré pour des raisons économiques. Mais de toute façon, la seule façon de faire ce choix serait que les Européens soient moins démocratiques et l'assument ouvertement.
et je n'arrive pas à imaginer une quatrième option. Sinon, une guerre raciale et religieuse frappera les Européens, où ils devront renoncer à leur image démocratique, voire les deux, ce qui constituerait la troisième option en Angleterre. J'avais déjà commenté dans une vidéo précédente, il y a quelques années, que l'Angleterre serait probablement, à l'avenir, l'État le plus totalitaire d'Europe. Et je suis surpris par la rapidité avec laquelle cela se produit. Les Anglais du XXIe siècle comprennent pourquoi les colons américains, là-bas au XVIIIe siècle, ont voulu se débarrasser de la couronne britannique. L'Angleterre a toujours flirté avec l'autoritarisme, ce n'est pas nouveau. Ce qui a retenu cela, c'est son citoyen moyen. Quand on parle du citoyen, de l'homme moyen anglais, ce qui vient à l'esprit de beaucoup de gens, c'est le type élégant, éloquent, raffiné et bien habillé. Mais ce n'est absolument pas l'homme de la classe moyenne ou inférieure en Angleterre. L'homme anglais moyen est grossier, brutal, rustre et buveur, et très chrétien. Et crois-moi, c'est bien plus une qualité qu'un défaut, dans un certain sens. L'anglais moyen ressemble au polonais polémique ou au russe, ce qui n'est pas surprenant pour ces pays remarquables. Avec les groupes de hooligans, ces gars-là représentent vraiment l'anglais moyen, et non pas un type en costume-cravate parlant de façon éloquente. Londres, Manchester et Birmingham étaient déjà troublés par les gangs et le crime organisé avant l'arrivée des immigrés. Mais c'était entre eux, entre natifs avec natifs, et même ainsi, ce n'étaient là pas des crimes aussi violents que ceux que ces gangs liés aux immigrés ont apportés avec eux. Ils n'ont jamais été un exemple parfait de sécurité urbaine, mais ce n'a jamais été à un niveau aussi grand, radical et féroce que celui apporté par ces immigrés. Mais ce citoyen anglais moyen a toujours été habitué à ce manque de gentillesse, pour ainsi dire, et c'est pourquoi soumettre ce gars-là est difficile, ça a toujours été difficile. L'État anglais, malgré ses visées totalitaires, a toujours peiné à s'imposer. C'est à cause de cette population qui ripostait, rendait les coups même désarmés et faisait face aux autorités. Mais l'arrivée des immigrés a changé cette équation, car elle a affaibli le pouvoir politique de ce soi-disant hooligan anglais, moyen face à l'État anglais. Il a agi avec l'autoritarisme que j'ai mentionné plus tôt, au point d'annoncer la libération anticipée de criminels, pour faire de la place à de futurs manifestants qui viendront à être arrêtés. Pour une opinion donc, c'est la recette parfaite pour cette ancienne ambition de l'État anglais. Lee Kuan Yew, l'ancien Premier ministre de Singapour, est pratiquement le père de la cité-État, considéré par Kissinger comme l'un des plus grands dirigeants du siècle. C'est loin d'être exagéré, il l'a déjà dit. Dans les sociétés multiraciales, vous ne votez plus en fonction de vos intérêts économiques et sociaux, vous votez en fonction. Et il faut faire ça, vraiment, il faut le faire. Autoritaire. Donc, selon cette logique, ce changement démographique bénéficiera énormément aux dirigeants anglais, d'ailleurs pas seulement aux Anglais, mais aussi aux Britanniques dans le contrôle de l'État. C'est l'art de diviser pour régner, avec l'appui des nouvelles technologies et des partenariats avec les grandes entreprises. Pour la première fois dans l'histoire, il devient possible que les autorités anglaises puissent effectivement prendre le monopole du pouvoir sur les îles britanniques en diluant le citoyen anglais moyen. Et nous verrons des versions similaires de cela dans presque tous les pays européens, du moins dans le cas de l'Europe occidentale. Je le constate en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Belgique, mais moins en Italie, France, Espagne, Portugal et Suède. Non pas parce qu'ils vont conserver leur démocratie, ils ne le feront certainement pas, mais parce qu'ils seront probablement une version très similaire à ce qu'est le Liban aujourd'hui. Des États pas du tout démocratiques, mais qui n'ont pas non plus la force de monopoliser et de contrôler autant la population, comme c'est le cas en Angleterre, mais devenant des foyers de fureur islamique, de gangs organisés, de violences urbaines et rurales, avec tensions raciales, culturelles et religieuses. Nous verrons très probablement un mélange de latinisation et de libanisation de ces pays, c'est-à-dire une criminalité semblable à celle de l'Amérique latine, avec des conflits religieux comme au Liban. L'essentiel est de vaincre la dictature de Poutine et Xi Jinping, chacun ses priorités. Ça me rappelle comment ? Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de gens malhonnêtes qui mettent maintenant cette crise migratoire sur le dos de la Russie ? En ignorant des facteurs dûment prouvés, documentés, enregistrés,
à savoir que ceux qui ont décidé l'entrée de ce volume de masse humaine étaient un Merkel en Allemagne, Sarkozy et Macron en France, et Cameron et Gordon en Angleterre. Il est plus simple de blâmer autrui que de reconnaître ses propres échecs. L'utopie européenne est de toute façon terminée. Ils réaliseront la vérité trop tard et dans la douleur. Alors, la grande question, à laquelle nous ne savons toujours pas répondre, est de savoir comment ces élites européennes et britanniques vont gérer l'émergence d'autres élites. Avec le temps, il est trop tôt pour imaginer, que ce soit une chance ou non selon votre point de vue. C'est normal. Quoi ? Rappelle, quoi. Ce qui rappelle, ce qui me rappelle. Phoebe. Je suis arrivé chez Nakata, oui, et il ne veut jamais ce qu'il y a de mieux pour toi. Et c'est pourquoi ils doivent éviter le piège de l'immigration de masse, car loin de sauver l'Europe, c'est justement cela qui va la tuer, telle que nous la connaissons. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Pour aider la chaîne géopolitique mondiale à continuer de grandir et à vous apporter ce type d'informations, votre soutien est très important. À bientôt et à la prochaine vidéo.